Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, quelque chose qui va peut-être un peu bousculer ce qu'on croyait savoir sur la géométrie. On va partir à la recherche d'une connexion cachée, une sorte de clé secrète qui relie deux des plus grandes découvertes mathématiques de tous les temps. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Alors tout part de cette fameuse citation de Johannes Kepler. Il met en scène en quelque sorte les deux stars de notre histoire. D'un côté, le théorème de Pythagore, qu'il compare à une masse d'or, et de l'autre, le nombre d'or, qu'il appelle un joyau précieux. Et pendant des siècles, vraiment, on a vu ça comme deux trésors magnifiques, mais complètement séparés. Oui, la vision classique, c'est vraiment ça. Deux monuments de la pensée, chacun dans son propre monde, sans véritable lien entre les deux. Pour bien comprendre, on a d'un côté l'or, le fameux théorème de Pythagore, c'est la base de tout, le fondement même de la mesure des distances, bref, la structure de notre espace. Et puis de l'autre côté, on a le joyau, le nombre d'or, phi. Lui, on le voit un peu comme une curiosité, un truc fascinant, qu'on retrouve dans la nature, dans le Pentagone, presque une coïncidence un peu magique, une question d'esthétique. Ok, mais et si cette séparation n'était en fait qu'une illusion? L'idée qu'on explore aujourd'hui, elle est radicale. Elle propose de tout mettre sens dessus-dessous, de complètement renverser la hiérarchie qu'on a toujours connue. Et voilà la question qui tue. La question au cœur de tout ça. Et si le joyau était en fait le fondement de l'or? Si le nombre d'or n'était pas juste un truc qu'on trouve dans la géométrie, mais la condition même qui permet à la géométrie d'exister? Pas une conséquence, non, mais la cause. Pour piger cette idée qui change tout, il faut qu'on regarde de plus près une supposition. Une supposition tellement fondamentale, tellement évidente qu'on finit par l'oublier, et elle se cache juste derrière le théorème de Pythagore. Cette supposition, ça s'appelle l'isotropie. Bon, le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée est toute simple. Ça veut juste dire que l'espace est le même dans toutes les directions. Peu importe où on regarde ou comment on se déplace, les règles du jeu, les règles de la géométrie, elles ne changent pas. Un triangle rectangle, eh bien, il reste un triangle rectangle, qu'on le tourne vers le haut, vers le bas, sur le côté, ça ne change rien à ses propriétés. Et là, on touche au point crucial. Le fameux a carré plus b carré égale c carré, ce n'est pas juste une formule pour calculer des longueurs. Non, c'est bien plus que ça. C'est une affirmation puissante, c'est une loi qui nous dit que l'espace est isotrope. C'est la signature mathématique d'un univers où les distances ne changent pas quand on fait tourner les objets. Forcément, pour que cet espace soit vraiment le même partout, il faut que la rotation soit parfaite, continue. Imaginez un cercle. Il doit être absolument complet. On doit pouvoir pointer n'importe quel angle, sans exception. Il ne peut pas y avoir de trous, de zones mortes, d'angles qui n'existent pas. Le cercle doit être plein. Et c'est précisément là que notre fameux joyau refait surface. Parce que figurez-vous, pour certains angles bien précis, comme 36 degrés, qui est au passage l'angle clé du pentagone, eh bien la valeur de leur cosinus est directement définie par phi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une relation mathématique pure et dure. Pour que l'angle de 36 degrés existe, il faut que phi existe. Bon, maintenant, faisons une petite expérience de pensée. C'est un peu fou, mais imaginons un univers où le nombre phi n'existe pas. On l'efface de l'équation. Qu'est-ce qui arriverait à notre bonne vieille géométrie? Eh bien, la logique est implacable. C'est un vrai château de cartes. Si phi n'existe pas, alors des valeurs comme le cosinus de 36 degrés ou de 72 degrés deviennent tout simplement indéfinissables. Du coup, notre cercle parfait, il se retrouve avec des trous à ces endroits précis. La rotation ne peut plus être lisse et continue, elle saute par-dessus ces angles manquants. Et si la rotation n'est plus continue, l'isotropie s'effondre, l'espace n'est plus uniforme. La conclusion, elle donne un peu le vertige. Dans cet univers sans phi, le théorème de Pythagore ne serait plus une loi universelle. Ce serait juste un truc qui marche, parfois, pour certains angles, mais pas pour d'autres. Une simple coïncidence locale. La masse d'or perdrait quasiment toute sa valeur. Mais attention, tout ça, ce n'est pas juste une abstraction, une pure expérience de pensée. Il y a un endroit, une figure géométrique bien réelle, où cette connexion devient absolument indéniable. C'est ce qu'on appelle le triangle de Kepler. Alors, ce triangle rectangle, il est très spécial. Ses côtés ne sont pas des nombres simples comme 3, 4 et 5. Non, ses côtés sont 1, racine carrée de phi et phi. Et maintenant, le test ultime. Appliquons le bon vieux théorème de Pythagore à ce triangle si particulier. Et là, c'est juste magique. A au carré plus b au carré égale c au carré devient 1 au carré plus racine de phi au carré égale phi au carré. Ça se simplifie en 1 plus phi égale phi au carré.
Mais cette équation, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la définition même du nombre d'or. C'est incroyable. Dans ce triangle, le théorème de Pythagore devient la définition de phi. Les deux ne font plus qu'un. Mais attendez, ça va encore plus loin. L'idée, ce n'est pas juste que Pythagore a besoin de phi, c'est que toute la géométrie des formes parfaites, les solides de Platon et tout le reste, en dépend aussi. On se souvient, pas de phi, pas d'isotropie. Et sans un espace qui est le même partout, la notion même de forme régulière ne veut plus rien dire. Un triangle qu'on appellerait équilatéral se déformerait en tournant, ses côtés changeraient de longueur. Même un simple cube, avec ses angles droits, ne pourrait pas être parfaitement régulier parce que sa régularité dépend d'un espace uniforme dans toutes les directions. Et ça inclut les directions liées à phi. Et ce qui est fou, c'est que phi agit aussi comme une sorte de gardien. Pour construire un solide en 3D, comme les solides de Platon, il faut que la somme des angles qui se rejoignent à un sommet soit moins de 360 degrés. Eh bien, le pentagone, avec son angle de 108 degrés, qui dépend de phi, est la dernière forme qui permet ça. Juste après, l'hexagone, avec ses 120 degrés, arrive pile à 360 et ça donne un plan plat, pas un volume. C'est donc phi qui pose la limite, qui dit stop, après moi, plus de solide parfait. Alors, avec tout ça en tête, on peut maintenant redessiner la carte de la géométrie. On peut présenter la nouvelle hiérarchie des choses. Une hiérarchie complètement à l'envers par rapport à ce qu'on pensait. Voilà comment ça se passe, la chaîne de nécessité. Tout en bas, à la fondation, on a besoin de deux choses, la rotation et la complétude du cercle. Et cette complétude, on l'a vu, elle est garantie par phi. Ces deux éléments ensemble nous donnent un cercle parfait. Ce cercle parfait garantit un espace isotrope, uniforme. Et c'est seulement, et seulement si on a cet espace isotrope, que le théorème de Pythagore peut exister en tant que loi universelle. La conclusion, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. Les deux trésors de Kepler n'en sont en fait qu'un seul. Le joyau précieux, phi, n'est pas juste une jolie pierre qu'on trouve à côté de l'or. Non, c'est la condition même qui permet à l'or d'exister. C'est la structure du sol, si on veut, qui rend possible la formation de la pépite d'or, le théorème de Pythagore. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si un lien aussi fondamental a pu rester caché, là, sous nos yeux, pendant des milliers d'années, au cœur même de ce qu'on pensait être le plus solide, les mathématiques, alors on peut se demander combien d'autres vérités comme celle-ci, combien d'autres hiérarchies inversées se cachent juste sous la surface de ce qu'on croit savoir. La question, évidemment, reste ouverte.